Bismillahirrahmanirrahim. Je voudrais souhaiter chaleureusement la bienvenue aux éminents scientifiques, chercheurs et experts de nos universités réunis ici autour de cette table ronde. Professeur Farhi Abdallah de l'université de Biskra, professeur Mohamed Madani de l'USTO qui nous vient d'Oran, professeur Wahab Bouchareb de l'université Constantine III, professeur Farida Nassar de l'université Batna 1. Cette table ronde sur la radio de l'université de Batna 1 est un complément au programme du premier séminaire national hybride sur l'architecture, l'urbanisme et le transport, état des lieux, enjeux et retour d'expérience sur la participation citoyenne. Il est organisé par notre équipe PRFU et l'Institut d'architecture et d'urbanisme de l'université Batna 1 et qui se déroule ce jour. Sa table ronde a pour thématique l'intérêt de l'expertise universitaire dans la gouvernance urbaine participative. Nous commençons notre débat par un premier constat. En Algérie, le rôle et l'importance de la planification citoyenne dans le processus décisionnel de la fabrication de la ville font plus l'objet de réflexions dans des séminaires, des colloques et quelques travaux de recherche que sur le plan législatif, où la notion de concertation est notamment absente. Totalement absente. Qu'est-ce que vous en pensez et quelles sont les raisons de cette lacune? Je cède la parole à M. Farhi. Oui, merci Madame. Docteur Dragmarou. Voilà, je me présente d'abord, professeur Farhi Abdallah de l'université de Biskra, professeur en architecture et qui s'intéresse en même temps à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire, c'est-à-dire les trois échelles de l'espace. Enseignant depuis plus de 35 ans à l'université, avec pas mal de publications, pas mal d'encadrements soutenus et non soutenus. Voilà. À mon avis, la première question, qu'est-ce qu'on pense de la participation citoyenne dans le processus décisionnel de la fabrication de la ville? Je pense qu'elle est plus que nécessaire. Elle est plus que nécessaire, d'autant plus que toutes les décisions qui émanent du volontarisme ne semblent pas, disons, efficientes à plus d'un titre, car ce qui est imposé par le volontarisme n'est pas très très bien reçu par les citoyens. La participation citoyenne doit obligatoirement être présente dans toute décision urbaine. On doit démocratiser la décision urbaine. On doit la démocratiser dans tous les sens. Il faudrait savoir comment le faire. Ça, c'est le plus grand problème qui se pose. Est-ce qu'on doit faire appel à tous les citoyens, quel que soit leur niveau intellectuel, chose qui n'est pas plausible? Est-ce qu'on doit le faire à des intellectuels, des universitaires, etc. C'est possible aussi. C'est ce qui est demandé d'ailleurs pour toutes les concertations concernant les projets, concernant les équipements, concernant les décisions économiques, parce que l'université est un fief qui regorge de potentialités et de compétences qui peuvent apporter leur plus par rapport à toutes les décisions administratives. Mais le problème qui se pose, c'est un problème qui émane de cette différence qui existe entre les élus locaux et les citoyens. Les élus locaux, d'ailleurs, quand on pose la question pourquoi ne pas faire participer les citoyens, les réponses sont pratiquement semblables. Ils disent que les citoyens sont représentés par les élus. Ce sont les citoyens qui ont élu ces gens-là et que ces élus-là peuvent prendre des décisions à leur place. Ce qui n'est pas logique. Ce qui n'est pas logique dans un sens. Parce qu'effectivement, s'il y a quelqu'un qui est élu, pratiquement c'est les citoyens qui l'ont élu, une partie des citoyens. Mais le problème qui persiste dans ce sens, c'est un problème de compétence. Tous les élus ne sont pas de potentiels compétents.
dans le domaine. Et on prend des décisions qui peuvent sortir de la règle juste, de la règle logique par rapport à l'urbain. C'est pour cette raison qu'on voit nos villes aujourd'hui, le choix des terrains, l'implantation des équipements, on voit un peu le traitement qu'on donne à la ville, qu'on donne, disons, à tout ce qui doit se faire dans l'urbain, parfois déroge de la réalité et pose des problèmes aux citoyens plutôt que de les satisfaire. Voilà pour cette première question. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Farhi. Je cède la parole à M. Bouchereb. Il nous vient de Constantine III. Merci, Madame Dr Benarek Narou. Effectivement, je viens de Constantine III. Je suis heureux de participer donc à ce séminaire. C'est déjà la thématique m'intéresse. J'y travaille déjà depuis un bon moment. Je suis donc professeur à l'université Constantine III, à la faculté d'architecture et d'urbanisme. Je suis dans le département d'urbanisme, c'est-à-dire j'enseigne la filière urbanisme. Je m'intéresse particulièrement aux projets urbains, au montage de projets. Donc tout projet, qu'il soit dans le patrimoine ou dans d'autres thématiques, c'est-à-dire que quand je dis montage de projet, je veux dire donc toutes les phases, tout le processus qui implique aussi bien les techniciens, les citoyens, parce que il faut, justement, c'est la thématique dont suivi ici, celle de la gouvernance et la participation citoyenne, elle est au cœur, disons, du processus de fabrication de la ville. La ville se fabrique non pas par les architectes seuls, ni par les gestionnaires seuls, c'est aussi les habitants qui pratiquent, qui font, disons, qui exploitent ce qu'on leur donne. Mais seulement, il y a des fois quand l'exploitation ne correspond pas à leurs attentes. Donc, il y a une sorte, disons, de déperdition, j'allais dire. Cette déperdition, elle peut être d'ordre économique, social, même sur les valeurs, parce que ça ne correspond pas à nos mœurs, si vous voulez, à notre tradition, voilà, à nos pratiques, disons, quotidiennes. Et donc, c'est pour ça qu'on voit souvent cette méfiance. Il y a une méfiance qui s'installe entre le citoyen et l'administration. C'est-à-dire, quand je dis l'administration, c'est le gestionnaire. C'est-à-dire, ça peut être les élus ou les gens, les permanents, dans les services techniques et tout. Parce que, au fait, toute cette production, elle ignore, c'est-à-dire le destinataire. Disons, le destinataire. Ce destinataire peut s'organiser. D'ailleurs, les textes algériens, la Constitution en premier lieu, déjà dit déjà, le préambule, déjà, on commence déjà à instaurer ça. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement au niveau des articles, mais déjà le principe déjà dans la démocratie participative qui se différencie de la démocratie représentative, que chacun a son mot à dire, qu'il soit enfant, qu'il soit femme, qu'il soit, c'est-à-dire dans le genre, toutes les personnes ont leur mot à dire dans la démocratie participative, contrairement à, je ne sais pas si c'est contrairement, mais c'est-à-dire quand on dit que dans la démocratie participative, il y a plutôt représentative, il y a un qui va parler au nom de tous, ce qui semble ne pas suivre, ne pas être, disons, ne pas correspondre, disons, à l'idéal social aussi. L'idéal social, c'est que on sait que dans la société, il y a une variété, c'est-à-dire il y a une diversité, soit sur le plan, surtout dans les villes, soit sur le plan culturel, sur le plan social, sur le plan idéologique, tout. Donc, c'est pour ça qu'il faut créer donc ce monde, cet aspect où se croisent un petit peu toutes ces différences, mais avec l'idée que ce qu'on va faire pour la ville soit chose partagée. Personne ne veut dessiner à lui-même ou concevoir à lui-même la ville qui lui correspond, c'est-à-dire dans un esprit étroit ou corporatiste, mais plutôt on se met d'accord parce qu'il faut, dans la vie, donc même dans la démocratie, peut-être c'est le moins mauvais des moyens pour assurer Donc, on peut aller jusqu'ici avec l'idée qu'on peut corriger au fur et à mesure si on trouve des erreurs. C'est-à-dire, on peut corriger. Le problème,
le problème qui se pose aujourd'hui dans la planification stricte, on va vers le mur et on continue à aller vers le mur. Alors que dans une planification, disons, stratégique, on peut corriger au fur et à mesure que l'on avance, on oriente nos objectifs selon nos moyens, selon ce qui arrive, selon les innovations qui peuvent être déjà, quand on voit ici aujourd'hui, l'informatique, le numérique est accessible à tout le monde. Moi, je pense qu'il faudra l'intégrer directement. Il ne faut pas attendre une autre décennie pour quelqu'un. On peut l'exploiter au fur et à mesure. Là, il peut servir et être exploité pour assurer un service rapide, précis et efficace. Et merci. Voilà. Merci beaucoup, professeur Bouchareb. Je passe la parole à professeur Mohamed Madani, qui nous vient d'Oran. Merci. Donc, je me présente, professeur Madani Mohamed. Je suis directeur du laboratoire Métropole Architecture Urbanisme Société. Donc, je suis enseignant au département d'architecture de l'ISTO Oran, où j'enseigne la socio-architecture et l'anthropologie de l'espace. Donc, j'ai aussi une carrière de 40 ans de chercheur depuis 82. Et j'ai participé aussi à des actions de planification urbaine, notamment en réalisant des postes, des actions, par exemple, par rapport au bidonville, etc. Voilà, pour répondre à votre question, donc question très intéressante. Bien entendu, c'est un idéal qu'il faut pouvoir réaliser par étapes, c'est la nécessité de la participation citadine. Donc, vous remarquerez que je n'utilise pas le mot citoyen. Donc, je parle de nécessité de la participation citadine. Et donc, le citadin devient citoyen lorsqu'il participe effectivement à la réalisation des décisions et des politiques urbaines. Bien entendu, le premier niveau de concertation peut être au niveau de la commune, puisqu'il y a des élus, et ces derniers doivent recouvrer leurs prérogatives, donc pour pouvoir échanger avec les citoyens et les intégrer dans un processus de participation à la vie politique de la cité. Bien entendu, un premier élément aussi très important de la participation, c'est de créer la synergie entre l'université et les autres structures de la ville. Parce qu'on a des potentialités énormes. Par exemple, on a une recherche, on a des chercheurs au niveau architectural, urbanistique, l'aménagement du territoire. D'ailleurs, ça a été fait à certains moments. J'ai parlé dans mon intervention par exemple, l'époque où Chérif Rahmani avait initié des actions par rapport à l'aménagement du territoire. Donc, avec toutes ces limites, quand même, ça a l'utilité d'avoir existé, puisqu'il y a eu des débats au niveau national, etc. Et il y a eu des rapports, il y a eu des documents qui ont été produits. D'ailleurs, c'était l'époque où on a lancé le gouvernorat d'Alger. Par ailleurs, il y a aussi un créneau très important, d'ailleurs qui est dans la formation de l'architecte fondamentale dans les pays occidentaux, c'est les sciences humaines et sociales. Donc, il faut pouvoir les intégrer. Et donc, on ne peut pas… justement, c'est une forme de participation lorsque, par exemple, les sciences humaines et sociales font des enquêtes, comme l'a fait le fameux architecte Hassan Fethi pour le village de Gourna, en Égypte. Et il a pu faire des projets en proximité avec les habitants. Bien entendu, il y a différentes formes de participation possibles. Donc, il faut commencer peut-être par le plus facile, c'est-à-dire la consultation. Consulter les gens, les écouter, élaborer des formes de communication. D'ailleurs, aujourd'hui, les moyens existent, les réseaux sociaux, etc. Avec les habitants, les citadins, connaître, d'ailleurs, ce qui a été fait au sud. Dans la revue Medinati, on a publié un numéro vie saharienne où il avait notamment l'expérience de Raldea, la cité qu'ils ont construite, le prix qu'ils ont reçu, etc. Donc, on a valorisé ça. Et puis, il faut aussi créer, et c'est ça le projet urbain, des institutions d'échange et de communication entre les différents acteurs de la ville. Les institutions, par exemple, lorsqu'on veut élaborer des plans d'urbanisme, il est important que dans ces structures, je pense à la Tunisie, je pense à l'expérience de la Tunisie avec l'ASM, l'Association de sauvegarde de la Médina, où il était possible
de voir ensemble les élus de la commune, il y avait les habitants, et comme ça d'ailleurs à travers cette participation, ils ont pu sauver la Médina de Tunis. Il y a aussi une autre dimension de cet aspect, c'est la mobilisation des savoirs populaires. D'accord? Donc on a beaucoup de recherches, notamment en anthropologie, qui montrent l'importance des savoirs populaires qu'il faut savoir formaliser et mobiliser. Pour revenir au sud, justement, par exemple, la Fogara, elle a été produite par les habitants du sud. Donc, il y a un savoir là, comment dire, entre guillemets, brut, que les anthropologues appellent savoir implicite. Donc, il faut, comment dire, décoder sur le plan scientifique pour pouvoir le faire accéder et l'intégrer dans le cadre des projets urbains. Et donc, les populations locales, ils ont des compétences. Donc, il faut pouvoir les écouter, etc. Parce qu'eux aussi, ils vivent le vécu, ils vivent dans la ville, ils peuvent nous apporter leur expérience, leur connaissance. Et ça a aussi un autre avantage, c'est que ces populations, si elles s'intègrent dans le processus de production des projets, etc., ne vont pas développer des contre-projets, comme on en voit un peu partout. Donc, il y a des contre-projets qui se développent et des fois, ça bloque complètement des projets. Oui. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Je cède la parole par la suite à professeur Farida Nassar de l'université de Batna. Donc, merci Hana. Donc, moi, c'est Farida Nassar, je suis professeure à l'université de Batna 1 et l'Institut d'architecture et d'urbanisme. Bon, j'ai fait aussi l'université de Béjaïa avant, l'université de Biskra, dans laquelle j'ai travaillé simultanément. Et je me suis intéressée de près à cette question de participation qui m'a intéressée en tant que chercheur parce que j'ai commencé par m'intéresser au malaise dans la ville, aux problèmes de dégradation, aux problèmes de violence urbaine. Et j'ai bifurqué obligatoirement sur cette question citoyenne et de participation qui m'a profondément intéressée. Et comme tout chercheur jeune à l'époque, j'ai essayé de comparer ce qui existait chez nous avec ce qui existe en Europe. Bon, j'ai eu l'occasion de faire un congé sabbatique en Belgique et je me suis demandé est-ce qu'on pouvait avoir une comparaison entre ce dynamisme participatif qui existait chez eux et qu'est-ce qui ne va pas chez nous. Et par la suite, j'ai compris que même chez eux, ça ne fonctionnait pas aussi bien que ce qu'on prétend, qui n'ont pas dépassé le stade de l'information et qui ne sont pas parvenus à faire de la vraie participation comme on a tendance à le croire en tant que chercheurs en Algérie. Donc, eux aussi, ils sont confrontés à cette question de représentativité et de participation. Et aussi, ils ont d'autres problèmes que nous n'avons pas encore eu sur terrain. Quelles sont les retombées néfastes de cette démocratie participative, à quel point est-ce qu'elle peut aider à l'émergence ou au développement d'un certain projet ou au contraire au ralentissement de certains projets, parce que la participation, ce n'est pas dans tous les cas qu'elle peut être bénéfique et qu'elle peut aider le développement à un point donné. Bon, de toute façon, là, ce sont des petites problématiques, mais j'essaie de répondre uniquement à la question très intéressante que Hana a posée ici, objectivement, enfin. Donc, elle nous dit que le rôle et l'importance de la participation citoyenne dans le processus décisionnel de la fabrication de la ville font de plus en plus l'objet de réflexions de séminaires. Ça, c'est vrai, c'est une évidence. On le remarque, tous les séminaires, les publications, comme l'a bien souligné M. Madani. Oui, la participation, elle fait l'objet. Mais elle nous dit qu'elle n'est pas présente beaucoup sur le plan législatif, si j'ai bien compris. Donc, elle est un peu absente. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord, je ne partage pas tout à fait ce point de vue. Au contraire, moi, je pense que l'arsenal juridique, il existe et il est prépondérant. Il y a un vrai arsenal juridique du point de vue texte, du point de vue loi. L'Algérie ne manque pas. Depuis l'an 2000 jusqu'à ici, elle a créé un vrai arsenal juridique. Donc, du point de vue politique de la ville, pour l'insertion, tous les mécanismes juridiques existent. Sur papier, ça existe. Il n'y a aucun problème. À mon avis, et d'après ma petite recherche sur terrain, là où le bas blesse, c'est un peu dans l'articulation entre cet arsenal juridique et le côté sociétal. Parce que, on a tendance à dire que nous sommes mal représentés dans les sphères politiques en haut. Je dirais que non, le problème n'est pas là. Au contraire, du point de vue sphère politique en haut, il y a une démarche participative qui a été faite.
du point de vue représentativité, les gens sont. Je prends l'exemple, je suis une femme et vous l'êtes aussi, donc je m'intéresse à la gente féminine de près. Et quand on parle de participation, on parle de la participation de tous les acteurs. Je prends le cas des femmes. Bon, est-ce que les femmes ne sont pas représentées dans les sphères politiques? Si, au contraire, tout a été fait pour qu'il y ait une parité à la même échelle qui est voulue dans la Commission européenne ou dans les pays développés. Donc les femmes sont représentées dans les Sénats, ils sont représentés dans les assemblées populaires, ils sont représentés dans les universités. Donc il y a une parité, c'est très bien. Est-ce qu'elles sont représentées à la sphère locale, à l'échelle du quartier? Combien de femmes sont présidentes d'associations de quartier? Là, j'attire l'attention parce que j'ai travaillé sur les associations de quartier de près. Tout d'abord, du point de vue association, on retrouve un grand nombre. Il y avait un foisonnement d'associations au lendemain de la promulgation de la loi sur l'association, au lendemain des années 90. Donc, beaucoup d'associations, un nombre prépondérant qui a diminué avec le temps, d'accord? Mais les associations, quand on les décortique par objectif, on trouve beaucoup plus d'associations de caractère sportif. Pourquoi? Parce que là, il y a des financements sportifs, ensuite culturels, ensuite patrimoine, et quartier, ça vient en dernier lieu. Ensuite, quartier, quand on travaille, quand on voit ça, quand on regarde ça du point de vue plus pointu, qui sont les présidents de ces associations? Ce sont des hommes. Les femmes ne sont pas représentées dans ces quartiers, elles ne sont pas représentées dans ces rues. Et si on veut voir qu'est-ce qui ne va pas dans le quartier et qu'on ne comprend pas quelle est la position de ces femmes, là, ce n'est pas un problème législatif. Et ce n'est même pas un problème société. Je dirais que la société, elle fonctionne comme ça. Mais c'est un peu l'articulation entre tout ce cadre juridique et cette société qui existe, qui culturellement, elle existe comme ça, de telle manière à ce qu'il y ait une mise à distance des femmes par rapport à la vie de rue, de quartier. Elle fait partie de nos gènes, de notre culture. Bon, elle est là, donc il faut essayer de trouver d'autres mécanismes peut-être pour que ces femmes soient représentées ici. Et pour qu'après, on va dire, j'ai pris juste le cas des femmes et je peux aller loin, je ne vais pas monopoliser la parole, je la laisse un peu au débat. Merci. Voilà. Je passe directement à la deuxième question et le deuxième constat que je le trouve très intéressant. J'ai fouiné un petit peu dans la revue Sciences et Technologies D, numéro 44. C'était au mois de décembre 2016. Des enseignantes chercheuses de la faculté d'architecture et d'urbanisme de l'université de Constantine III avaient publié les résultats d'une expérience. La wilaya de Constantine est un groupe d'universitaires s'associe en 2007 pour lancer le projet pilote de la réhabilitation de la rue Leslimel que M. Boucher connaît très bien. La mission de l'équipe des universitaires était la mise en place d'un processus de concertation pour la conduite de ce projet. Dans l'article, les auteurs décrivent le rôle des universitaires comme celle de médiateurs. Je souligne sur médiateurs, autrement dit, réconcilier entre les différents acteurs et leur apprendre à travailler ensemble. Voilà. Ma question s'annonce comme suit. L'articulation du processus du projet urbain à la démarche de concertation nécessite réellement une équipe universitaire de médiation. Est-elle indispensable? Voilà ma question. Je cède la parole à M. Farhi, professeur Farhi Abdallah. Merci Hannah. Effectivement, moi je considère que les universitaires algériens portent deux chapeaux. Le chapeau d'intellectuel et le chapeau de citoyen en même temps. Donc leur intervention peut entrer dans le cadre de la participation citoyenne et en même temps de la participation universitaire en tant que médiateur. Parce qu'on a toujours parlé de l'ouverture de l'université sur l'environnement socio-économique, sur leur wilaya, d'une manière générale. Autrement dit, il faudrait quand même que tous les secteurs, ou bien tous les responsables des différents secteurs, je ne parle pas uniquement de la commune ou de la PUI, je parle aussi de tous les secteurs de l'exécutif, peuvent faire recours aux universitaires pour débattre un sujet ou un autre.
Et c'est ça ce qu'on appelle l'ouverture de l'université sur l'environnement socio-économique. On a essayé de faire ça. Et c'est très, disons, c'est vraiment quelque chose de très bien. Pourquoi? Parce que les universités, nous, par exemple, à Biskra, on a essayé, parce que nous avons plus de 40 laboratoires de recherche au niveau de l'université de Biskra. 40 laboratoires de recherche dans différentes disciplines. Nous avons des laboratoires qui sont arrivés à des résultats probants. Il y a eu même, comment qu'on appelle ça, ils ont déposé Des brevets. Des brevets. des brevets. Des brevets. Il y a eu des dépôts de brevets dans différents domaines. Le domaine d'informatique, le domaine de l'agronomie, le domaine de l'hydraulique souterraine et beaucoup d'autres domaines. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que tout ce qui a été fait au niveau de ces laboratoires ne doit pas rester dans les tiroirs. Il faudrait quand même s'ouvrir vers l'extérieur et faire bénéficier l'ensemble du secteur socio-économique de tous ces résultats de recherche. On a organisé, avec l'apport de la Miller, pratiquement 2 journées qu'on a qualifiées d'information. 2 journées d'information sur ce qu'on est en train de faire, ce qui a été fait et ce qui reste à faire. On a convié 40 directeurs de laboratoire et on a étalé l'ensemble des éléments qui ont été conçus, réalisés et qui étaient fonctionnels sur la table. Le Wali arrive, tous les directeurs de l'exécutif arrivent, on n'a pas oublié les privés aussi, les industriels privés, il n'y avait pas où mettre le pied. Tout le monde a aperçu la robotique, je sais pas, il y a beaucoup de choses qui ont été exposées. Et puis, on est entré dans la grande salle où on a demandé à chacun des directeurs de laboratoire de nous expliquer ce qu'ils sont en train de faire, nous dire à quel pourcentage ils sont arrivés dans les résultats, etc. Ben, sincèrement, après l'allocution de M. le Wali et de M. le recteur, le Wali s'est excusé parce qu'il a une surcharge. D'accord? Vraiment, un programme très chargé du Wali. Il s'est excusé. Où il nous a dit, moi, j'encourage la science et les scientifiques, ce qui est très bien. Bien sûr. Mais une fois que le Wali est parti, la grande salle qui était remplie de monde s'est vidée complètement. C'est vidé complètement. Et on dirait qu'il n'y a pas cette symbiose entre les décideurs locaux et les universitaires. Comment peut-on travailler si, par exemple, les chercheurs au niveau des laboratoires peuvent présenter beaucoup de choses qui peuvent être utiles dans la réalité, sur le terrain, pour l'ensemble des entreprises, qu'elles soient privées ou publiques, et que ces entreprises refusent catégoriquement le recours aux Algériens chercheurs et préfèrent aller à l'étranger pour commander telle ou telle chose. Moi, je vous explique. Il y a un laboratoire qui est arrivé. D'ailleurs, à chaque fois quand il y a un visiteur, je lui fais visiter ce laboratoire sur le génie électrique. Ils injectent des problèmes dans les réseaux électriques et ils solutionnent et ils trouvent des résultats. Des résultats pour résoudre ces problèmes qui sont posés au niveau des réseaux. Le directeur d'un centre atomique, il est venu, est-ce que vous faites ça? Oui, on le fait ici, à Biskra. Moi, j'ai toujours fait recours aux étrangers et on les paye, on divise fort. Alors que c'est possible de faire ici, avec vous. Je ne vais pas tarder sur ça parce que c'est plus que nécessaire de combiner tous les efforts des chercheurs, des universitaires et de l'ensemble des gens qui dirigent les différents secteurs pour pouvoir arriver à un résultat qui sera bénéfique pour notre pays. Ça, c'est d'une part. D'autre part, disons,
les bonnes intentions restent toujours meilleures. Au niveau de la wilaya, on a réellement, on s'est concerté et on a trouvé une solution. Il faudrait que dans chaque projet, dans chaque chose que la wilaya peut faire, elle peut intégrer les universitaires, ne serait-ce que pour donner leur avis. Et on commence à le faire. J'espère que cette concertation, que je qualifie de médiation, parce qu'il s'agit de médiation, effectivement. Médiation entre qui et qui? Entre les résultats de la recherche et entre les gestionnaires dans tous les secteurs. Mais en même temps, c'est une sorte de consultation, parce que l'universitaire est aussi un citoyen qu'on peut consulter. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Tahé. Je cède la parole à M. Bouchareb. Permettez-moi c'est-à-dire d'apporter quelques éclaircissements, parce que c'est vrai, il y a des fois où nous, universitaires, on se considère un petit peu en dehors de la société, alors qu'on est membre, c'est vrai, on est partie prenante de la société. Et donc, dans ce parti prenant, dans ce parti dans la société, c'est-à-dire nous oblige, nous contraint à observer une certaine distance par rapport aux choses qu'on doit traiter ou qu'on doit dire que finalement, quand on parle de médiateur, il y a toute une différence entre médiation et animation. Je peux être un animateur parce que j'ai une expertise, je connais les problèmes des uns et des autres, mais pour être médiateur, il faut être accepté entre deux parties, au moins, deux parties, les gestionnaires et les citoyens. Dire que chacun des deux protagonistes, disons, doit accepter la règle du jeu. Accepter la règle du jeu, c'est se mettre dans un débat où on peut, par contre, reconnaître un petit peu les déficiences, les malfaçons, les attitudes parfois, j'allais dire, superflues ou plutôt négligentes par rapport à certaines choses. Et quand il y a ça, le médiateur, qu'est-ce qu'il fait? Il devient un véritable, c'est-à-dire pas négociateur, mais en tout cas un véritable, c'est-à-dire facteur de cohésion, de complémentarité, pour faire rencontrer les divergences, pour diminuer les divergences et aller vers... mais quand je suis animateur, hein, je peux animer, donc je n'ai pas besoin de deux parties, une seule partie me suffit. C'est-à-dire que animateur, ça veut dire que je vais pouvoir faire en sorte de faire ressortir tous les problèmes, les détails des plaignants, j'allais dire. En général, ce sont les citoyens qui se plaignent, en tout cas les habitants, qui se plaignent de certaines choses. Et donc, dans ce cas, il faudra aussi, quand ça se passe dans le monde entier, former les habitants, les associations à pouvoir exprimer leurs attentes, leurs desiderata, leurs souhaits, leurs espoirs, et aussi argumenter. Parce que finalement, dans plusieurs cas, par exemple de réunions publiques, tout le public se réunit, chacun va ramener ses propres problèmes. Alors qu'il n'y a pas de sens collectif, disons, on habite un quartier, on a des problèmes partagés. Je vois des logements ou la jarre, et là, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il faut aussi former les associations, les former pour pouvoir exprimer et pouvoir c'est-à-dire mettre le doigt sur certains problèmes. C'est-à-dire, je ne veux pas dire un diagnostic, non, mais qu'il arrive quand même à exprimer le problème. C'est-à-dire que le diagnostic sera établi par des spécialistes, j'allais dire, mais sur la base d'informations objectives, exprimées objectivement et réelles, concrètes, c'est-à-dire du concret, ce n'est pas sur le terrain. Sur le terrain, voilà. Et donc, moi, je pense que même le cas, disons, à la vieille ville avec je dirais que le projet n'a pas réussi parce qu'il y a un état, c'est-à-dire c'est encore pire que comme c'était par rapport à avant. Non pas parce qu'il y avait, parce que finalement, il y a un désespoir énorme par rapport à des citoyens. Ils sont déjà dans une attitude, disons, de ce refus. C'est-à-dire il est déjà perdant dès le départ. Idéologique.
rejet, il y a de rejet. C'est-à-dire comme si ils ne croient pas en ça. Ils n'ont pas cette conviction que tout projet, même on fait appel, il va vraiment le... Et donc, il faut changer plutôt. Il faut chercher comment se rapprocher de ces populations et de leur donner confiance. Moi, je crois que c'est dans la confiance. C'est-à-dire que demain, il peut, par exemple, venir et participer à quelque chose parce qu'il sait que sa voix va être entendue. Et tant que il n'a pas cette conviction que sa voix va être entendue, il ne viendra pas. D'ailleurs, le discours est le même, défaitiste, entre guillemets. Mais le travail principal, c'est cette animation, c'est aller s'intégrer avec la population pour gagner leur confiance. Et c'est ça le plus important, c'est la confiance. Dire que je préfère dans la recherche action, je peux être médiateur. Il faut être médiateur. C'est-à-dire que les deux protagonistes acceptent de jouer, de se confronter selon une certaine règle. Bien sûr. Il y a des fois aussi, je n'ai pas soulevé ce problème, mais des fois, les associations, même les habitants, ignorent certaines règles, certaines normes. Parce que des fois, ils peuvent avoir des revendications importantes. Quand tu vas leur expliquer que non, la norme, par exemple, de sécurité, il nous faut ça. Parce que de sécurité, c'est de la sécurité. Ce n'est pas une question d'un refus. C'est plutôt des normes de sécurité universelles parfois. Donc, il faut aussi que les citoyens, les associations se forment, doivent se former sur l'aspect, c'est comment revendiquer, comment parler, comment. C'est-à-dire, le mot, bon, on est là dans une salle, ça devient. Non, c'est une cohue. Non, il faut et aussi former les associations pour qu'ils puissent exprimer leurs problèmes clairement et d'une manière objective. Ça c'est une formation universitaire. Oui, les universitaires participent à former. C'est-à-dire qu'ils veulent former, ce n'est pas pour. Ils les forment pour ça. Même les animateurs, l'animation, c'est l'animation de débat. De débat parce qu'il faut les comprendre, les gens. D'ailleurs, Donatek, juste un exemple pour que je termine. Ce que recommandent les formateurs, qui sont une réunion, ils disent qu'il ne faut pas se mettre face à face. Il faut être côte à côte. Vous savez côte à côte. On est sur une table ronde. Puis on est sur une table, disons, côte à côte, on est égal. Mais qui sont face à face, c'est des belligérants, c'est des gens qui sont. Alors que le Canada, c'est on est ensemble pour trouver une solution à un problème commun. Alors, merci. Merci beaucoup, professeur. Je cède la parole à... Monsieur Boucharbi a tout dit, donc c'est difficile de parler après lui. Donc, mais je rebondis un peu sur cette notion de médiation qu'il faut déconstruire, qu'il faut essayer de bien cerner, etc. Et bien sûr, il faut que la médiation soit acceptée par les deux parties, d'une part, mais d'autre part aussi, il faut dire que l'universitaire, il faut qu'il s'intègre dans un travail collectif. Dans un travail collectif, il y a un groupe. Par exemple, dans le cas, j'ai parlé tout à l'heure dans mon intervention, des conseils de quartier. Donc, s'il y a des conseils de quartier, il y a l'universitaire, il y a le politique, il y a les élus, etc. Et donc là, l'universitaire n'est pas en tant que médiateur. Mais en même temps, il y a un échange d'expériences, etc. Deuxième point, je pense qu'il faut, même universitaire, il faut former le médiateur. C'est autre. Et je ne pense pas que ce soit une formation universitaire. Oui. Parce qu'il y a le terrain, la pratique. Et des fois, je parlais tout à l'heure de savoir populaire. Des fois, les gens du terrain, ils peuvent nous ramener beaucoup de choses. Ils peuvent, par exemple, ils connaissent le terrain. Ils connaissent mieux que nous le terrain. Vous allez choisir le médiateur et le formateur. Oui, non, ça peut se faire sur le terrain, je pense. Il n'y a pas. Encore par exemple, nous, une fois, c'était notre quartier Sid Loueri, à Oran. C'est un quartier ancien qui est en état de dégradation avancée. Et donc, à l'époque, il y avait aussi un groupe d'Espagnols qui travaillent sur le patrimoine et parlaient de revitalisation du centre historique. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a organisé un atelier. Dans l'atelier, il y avait 40 personnes. 40 personnes, et il y avait bien sûr les Espagnols qui étaient de l'Institut Cervantes, mais qui étaient dirigés par un architecte. D'accord? Il y avait bien sûr des universitaires, il y avait des praticiens de l'urbanisme, etc. Mais il y avait aussi les habitants. Et donc là, on a vu la situation, des gens qu'on ne connaissait pas. Par exemple, à Oran, il y a toute une ville souterraine, construite d'ailleurs par les Espagnols, que les citoyens ordinaires ne connaissent pas.
D'accord. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les habitants ont occupé ces espaces, ils ont construit à l'intérieur. C'est des, comment dire, c'était pour des raisons militaires. Donc, ils ont construit des canaux de dégagement, etc., de défense. Après, ils ont abandonné. Donc, les citoyens qui n'avaient pas de logement ont occupé ces logements, ces espaces, et ils ont construit dedans. D'accord. Et d'ailleurs, il avait un journaliste de l'Ouatan, maintenant il est directeur du journal local La République. Il a écrit un dossier sur ça. Il a repris une citation par les habitants qui disait: nous sommes tous des sangliers. Nous sommes tous des sangliers. D'accord, c'est Bouzien Ben Achour, il est connu. D'ailleurs, maintenant, il est romancier, il écrit. Voilà, nous sommes tous des sangliers. D'accord. Et donc, il faut donc former surtout ça, c'est pas évident. C'est pas évident parce que beaucoup, même des chercheurs, des géographes qui sont des gens de terrain, ils parlent de bidonville, mais ils n'ont jamais mis les pieds dans un bidonville. Oui. J'en connais beaucoup. Ils sont rares. Il y en a, mais ils sont rares. Donc, le terrain, c'est. D'ailleurs, en méthodologie, on le sait pour les universitaires. Si on disait au CRAS à un certain moment, tu n'as pas fait le terrain, tu n'as pas droit à la parole. Donc, il faut le terrain. Et donc, là, nous aussi, les universitaires, on peut apprendre des gens, des habitants, etc. Ils peuvent nous dire des choses. Et donc, c'est un travail collectif. C'est un travail collectif. Ça n'empêche pas que l'universitaire, dans le cadre de ce travail, peut jouer le rôle de médiateur. S'il y a, par exemple, notamment des conflits. Donc, l'universitaire peut intervenir pour résoudre des conflits. Médiateur entre qui et qui? Entre, par exemple, les habitants et les autorités locales. Et moi, je le vois différemment. Oui. Médiateur entre les résultats de la recherche et les gestionnaires. C'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Oui, le médiateur, d'ailleurs, moi, j'ai différents points. On ne va pas le cantonner à une seule dimension. Oui. Donc, le médiateur peut. Et d'ailleurs, j'ai dit, est-ce qu'il est nécessaire de parler de médiateur? Il faut définir la médiation. Exact. Donc, des fois, elle est nécessaire justement Exact. pour résoudre des conflits. Mais des fois, on n'a pas besoin de médiateur, on a besoin de travailler ensemble. Exact. D'accord? On va travailler ensemble. Et par exemple, on peut évidemment, par exemple, changer la perception des uns et des autres. Par exemple, les autorités ils peuvent, souvent d'ailleurs, malheureusement, ils ont une perception négative sur les habitants. Il y a là que c'est, qui m'a dit tout à l'heure, Michel Belgrachi. Et vice-versa. Rachi, d'ailleurs, un ministre, pas un ministre. C'était dans le parti. Et vice-versa. Oui, et vice-versa, bien sûr. Donc, il faut essayer. Il faut valoriser les choses. Et donc, essayer de changer cette perception et de rapprocher les valeurs. Très bien. Les valeurs, c'est-à-dire, si on a un projet urbain à réaliser, comme l'a fait l'association de sauvegarde de la Médina de Tunis. Oui. Ils ont sauvé. Ils ont sauvé leur Médina alors que nous, on ne l'a pas fait. Oui. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Je cède la parole à la professeure Felida. On aimerait bien qu'elle débatte un petit peu question de genre femme, médiateur. Je ne vais pas faire toujours la D'accord. Je vais me détacher un peu de ça. J'ai assez parlé de femmes. Mais je vais parler d'autre chose. Oui. Regardez, moi, je prends les choses, j'essaie d'être neutre en tant que scientifique. Je me réfère à votre question, qui est toujours intéressante. Donc, l'articulation du processus du projet urbain à la démarche de concertation nécessite réellement une équipe universitaire de médiation. Là, ça me frappe, moi, en tant qu'universitaire. Ma mission, je pense que la vraie mission serait d'analyser et de comprendre les processus sociétaux. Et c'est ça ce qu'attend de nous notre État. L'objectif, c'est d'aller comprendre les mécanismes, comment est-ce qu'ils fonctionnent bien, et d'avoir une position neutre, de neutralité. C'est ça ce qui nous en tant qu'universitaire, d'avoir une position de neutralité et d'objectivité. Donc, moi, je pense, je ne sais pas, peut-être que je me trompe, corrigez-moi, le rôle de médiateur, une équipe universitaire qui va être un rôle de médiation, je le vois très mal. Moi, je trouve que, regardez, moi, j'ai travaillé sur les quartiers informels. C'est des quartiers, l'informalité, ça me touche de près. Donc, j'ai travaillé parce que toutes nos villes sont informelles et elles ont cette caractéristique. Elle est très différente d'une ville européenne occidentale. Elles sont informelles. Elles sont conçues par les habitants locaux. Et en s'intéressant à ça, j'ai découvert que les associations de quartier sont gérées par les habitants locaux qui ont ce savoir-faire. Ils ne sont pas universitaires, ils ont d'autres compétences. C'est ce qu'on appelle les compétences citoyennes.
Ces compétences ne sont pas des compétences universitaires, c'est des compétences qu'ils ont acquises sur le terrain pour qu'ils puissent revendiquer, négocier. Ils sont partis à une autre étape de négociation pour ramener et pour défendre leurs droits à la vie. Et d'après cette petite recherche qu'on a fait avec une collègue, on a trouvé qu'ils ont beaucoup de compétences dans ces quartiers-là qu'on a tendance à ignorer, etc. Bon, j'ai fait des recherches sur Batna en particulier. Il y a quelque chose qui m'a... Bon, quand j'ai fait les entretiens avec les habitants sur terrain, comme il a dit, parce que dans le terrain, on apprend des choses Bien et sûr, on bien découvre sûr. là. Ben, j'ai découvert que le médiateur le plus... Parce que le médiateur qui bague le collègue, il faut qu'il soit accepté, il faut qu'il soit représenté, Oui. il faut qu'il représente l'autre Ah. pour qu'il puisse vraiment avoir de la parole. De l'autorité. De l'autorité et surtout de la L'autorité, notoriété. oui. Il le croit. Il croit en lui. Oui. Donc, je connais le représentant du guide, on a fait un des quartiers les plus marginalisés. C'est un vendeur de légumes sur un table, un étalage. Et ce personnage qui n'a jamais fait l'université, etc., il a tellement représenté son quartier pour défendre les droits, au point où il est parvenu à avoir une autorité auprès des autorités. Qui j'ai Louali, il le demande. Vous voyez à quel point il a acquis il le demande. Je ne parle pas. Oui. Et tous les habitants sont derrière lui. Moi, je pense qu'en tant qu'universitaire, je ne sais pas si vous partagez mon point de vue, l'État, la société attend de nous, en tant que scientifiques, d'aller sur terrain, de mettre de la lumière sur ces choses-là. Ils ont envie de voir qu'est-ce qui se passe chez nous. Et quand on analyse, plutôt que de jouer le rôle de médiateur, moi, je n'ai pas à prendre parti ni de l'un ni de l'autre, parce que, je ne sais pas, dans ce processus universitaire qui a été conduit par la wilaya de Constantine avec un groupe universitaire, moi, je me vois très mal, parce que je ne dois pas prendre part ni de l'approche de la wilaya, ni des habitants. Moi, je dois être neutre. Sinon, vous êtes militante. Voilà. Moi, je suis neutre, je suis universitaire. J'observe. Oui, j'observe dans les ateliers et je tire les conclusions. J'analyse. J'analyse. C'est ça ce qu'on attend de moi. Oui. C'est pour ça que je ne sais pas, je trouve que mon rôle, c'est autre chose. Et tu diffuses Voilà. le savoir. Voilà. Beaucoup plus. Je passe au troisième conseil, le dernier. Voilà. Ah, Le bien projet vu. pilote était prévu dans le cadre du programme de soutien au développement économique urbain de la ville, au titre du plan quinquennal 2010 et 2014. Mais pour les réaliser, il fallait démolir d'anciennes constructions, des magasins préfabriqués et des logements insalubres. La concertation et les négociations des acteurs locaux avec les locataires et les propriétaires avaient abouti à l'abandon de ces projets et la reconstruction de nouveaux magasins et logements sur les mêmes sites après démolition des anciennes constructions. Ma question est la suivante. Afin d'éviter cette situation, la concertation citoyenne articulée au projet pilote dans les pays en crise économique, n'est-il pas mieux qu'elle soit prohibée ou la contrôler par une gouvernance participative adaptée? Voilà, c'est ma troisième question. Je cède la parole au professeur Farhi, le spécialiste. Merci beaucoup, Hannah. C'est vrai que maintenant, si on analyse un peu votre question, ne doit-on pas prohiber la concertation citoyenne articulée au projet pilote dans les pays en crise économique? L'exemple est frappant ici. Moi, je pense que la concertation citoyenne doit exister quel que soit le type de projet, pilote ou non pilote. Et la question cruciale qui est considérée par moi-même comme étant une sous-question par rapport à celle-là qui est posée, c'est tout ce qui touche un peu l'habitat informel. On a laissé les gens faire, on a laissé les gens créer des bidonvilles qui sont appelés différemment par les gens, habitat spontané, habitat informel, quartier bidonvillisé, quartier, je ne sais pas, etc., etc. Et puis, on a fait des essais. On a carrément détruit, comme vous venez de dire, détruit un ensemble de quartiers bidonvillisés. Et quelle est la solution qui a été donnée pour pouvoir
trouver un habitat à ces gens. On les a logés dans le collectif. Ils ont bidonvillisé le collectif. Oui. Ils ont bidonvillisé le collectif. Ils ont été déportés aussi. Déportés à un certain moment de l'histoire, De leur, par exemple, dans les grandes villes algériennes, oui. Alger, Oran, Constantine, Annaba, les gens qui étaient là et qui n'avaient pas, ont été déportés vers vers leur ville d'origine. Non, non, ça c'est Pierrot Chedli. Et Mais- période Chedli, oui. Oui, oui. Mais Donc, après, donc, Et, par exemple, la Biscale, moi je connais tous les gens qui ont été déportés vers leur ville. On avait un village socialiste agricole juste à côté de l'université. On les a logés là. Dans la mosquée, dans le bureau de poste, dans les logements. Ils les ont bidonvillisés. Oui. Dans les cités collectives, il y a une grande partie qui a été attribuée à ces gens-là. Ils les ont bidonvillisés, ils les ont même ruralisés. À Constantine. Moi, j'ai vu dans les cités collectives à Constantine des vaches etc., qui rentrent à l'intérieur des caves. La cave est devenue une écurie. Moi, j'ai vu aussi dans certaines cités collectives des gens qui habitent. C'est-à-dire, ce n'est pas leur habitat. Mais pas adapté. On les a forcés Oui. à partir, hein, à partir pour détruire complètement, éraser le le bidonville. déracinement. Mais on a créé un autre problème. Ouais, Houma, ils n'ont pas besoin de balcon. ouais. Le balcon est devenu une écurie pour Ouais. les chèvres, pour les poules, Oh, bien etc. Et dans la journée, ils laissent leurs chèvres, leurs poules vaquer dans. Monsieur Farah, tu permets que je raconte une anecdote? C'est Oui. un peu ça, d'ailleurs. Non, d'ailleurs, ma collègue m'a parlé d'un test que j'ai commis à l'URASC en 90-92, et on avait fait justement des enquêtes sur l'habitat. Oui. D'accord? Et donc, je suis parti dans une cité collective, et j'ai parlé avec une vieille dame qui venait récemment d'arriver de la périphérie d'Oran, Oui. plutôt même du périurbain d'Oran, de 40-50 km. Donc, elle habitait au 3e étage. Oui. Mais elle est venue avec les habitudes rurales. Oui. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé par. En plus, il y avait le ride qui allait venir, le kbir. Donc, elle a mis un petit jardinet au rez-de-chaussée, alors qu'elle n'est pas au rez-de-chaussée. Elle a ramené des moutons. Ou derrière un rucher d'abeilles, fait la fenêtre. D'accord. Et donc, le gars du rez-de-chaussée, il commençait à avoir des abeilles rentrées chez lui. Donc, il a essayé de lui dire d'arrêter. Elle n'a pas voulu, là, j'aime la police. Et donc, il a fallu que la police dérange. Oui. Oui. Personnellement, oui, j'ai donc, visité quelques appartements. La salle de bain, ils n'ont pas besoin de salle de bain. Oui, oui. Bien sûr. La salle de bain ولا المخزن يحطوا فيه الشعير والقمح وذاك Ouais, c'est وهذاك etc. Ils prennent leur toilette, leur douche au niveau des toilettes. Le balcon n'est plus un balcon. Ils l'ont carrément camouflé et c'est les bêtes qui sont là. Alors là, on ne parle pas des parties communes qui vraiment qui perdaient leur truc. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, j'ai un ami médecin qui habitait dans le même immeuble. Elle dit, je ne dors pas la nuit. Pourquoi? Parce que les gens qui ont été logés dans cet habitat social n'ont pas trouvé d'emploi au niveau de la ville. Alors, ils reviennent à l'emploi rural. تعرفوا الشمة Oui. يباتوا يهرسوا Oui. يهرسوا يخدموا الشمة والصباح يبيعوها في المارشي والناس اللي تحتهم ما يقدروش يرقدوا. Et donc, on donne un habitat qui n'est pas adapté à ce genre de personnes Oui. et on veut que tout soit bien. Oui. Deuxièmement, la deuxième solution que l'Algérie a adoptée. On a, pourquoi pas, une évaluation des quartiers, parce que plus les familles qui habitent les quartiers bidonvillisés deviennent anciennes dans le quartier, plus cette notion d'appropriation augmente. Oui. Personne n'est venu intervenir. Sans racines, racines. et un commerce de logement commence à prendre. Bien sûr. Alors, Oui, commerce de logement, il y a des gens qui louent leur Mm. logement, il y a des Oui. gens qui achètent, qui vendent sans papier, qui achètent et qui vendent. On a pourquoi pas ne pas raser, Il y a même. évaluer
pourquoi ne pas raser, évaluer disons, le coût global de ces quartiers. Et si on trouve qu'il est absolument nécessaire d'aider et de prendre des mesures correctrices de ce genre de quartier bidonvillisé, on le fait. D'ailleurs, le ministère de l'Intérieur, à un certain moment, a décidé de venir en aide. Personnellement, j'ai été chargé de 2 quartiers à Biskra, d'un quartier à El Oued, etc., etc. Et c'est bon, disons, c'est des quartiers pilotes, mais on veut changer le standing de vie de ces gens. Personnellement, il m'a été confié de former pour chaque quartier 10 universitaires diplômés en chômage, d'une pierre deux coups. On prend 10 universitaires pour chaque quartier, on leur donne un salaire pendant 6 mois, c'est déjà pas mal, et puis je les forme. Je les ai formés au niveau de la wilaya de Biskra, d'El Oued, etc. Et à quoi tu les as formés? Sur les enquêtes de proximité. D'accord. Sur les enquêtes de proximité. Alors, ils ont bien compris, ou c'est pas n'importe quel. C'est des architectes, c'est des ingénieurs, c'est des hydrauliciens, c'est des psychologues, c'est des sociologues. Je les forme dans le domaine de l'enquête de proximité. Et puis, je les ai lâchés dans ces quartiers. Ils ont commencé à travailler, les femmes, les femmes, etc., etc. Ils m'ont ramené un tas de données que j'ai analysées, j'ai collectées, etc., etc., etc. Et puis, voilà ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, par rapport à leur habitat, on a voulu changer leur standing. Ils ont besoin de faire ceci, cela, cela. L'autre catégorie, etc. Et puis, on a évalué, la wilaya leur a donné de l'argent. Malheureusement, les premiers, malheureusement, ces gens-là se sont abstenus à écouter ce qu'on leur a dit. Cet argent, راحوا des véhicules, واحد عاود الزواج, واحد كذا, واحد كذا, واحد كذا. Alors قلنا non, هذه c'est pas une solution. La solution, c'est que حنا نشريوه من les matériaux de construction. نحطوهم له قدام الدار تاعو. هو يدبر راسه. حنا نخلصوا الماسون. Et alors, ça a marché? Ça a marché un petit peu. On leur a donné, on a injecté des équipements, des écoles, des trucs, l'électricité, le réseau, la et l'Alia Chamali aussi. Alors, ça c'est une solution. C'est-à-dire, ou bien on rase complètement et on loge les gens dans des quartiers de logement collectif qui ne s'adaptent pas réellement à leur manière de vivre, ou bien on évalue, d'abord on est gagnant parce qu'on n'a pas détruit tout. Ensuite, on a des papiers. Deuxièmement, ils ont changé. Et parfois, moi, j'ai remarqué que quand l'habitation change de look, quand l'habitation devient plus propre, etc., avec les papiers, les gens ne vendent pas. Les gens ne vendent pas. Et maintenant, c'est les médecins qui se sont installés, maintenant, etc., etc., etc. Il y a une régularisation. Donc, pour moi, la concertation citoyenne, elle est intéressante, quel que soit le projet. Merci, professeur Farhi. Je cède la parole à M. Bouchareb. Oui, merci. Voilà, je veux juste faire un petit, si vous voulez, un petit rappel. Je pense, c'est vrai, les exemples dans les quartiers chauds, chez nos voisins d'en face, disons, il y a une prise en charge parce que la question n'est pas seulement dans la précarité, mais même c'est des quartiers de violence, de fléaux sociaux. Donc, Farida, tu prends. Donc, qu'est-ce qu'il nomme? Il forme ce qu'ils appellent au moins le grand frère. Le grand frère, le grand frère, il devient, je ne sais pas si c'est un médiateur. Parce que voilà, il joue, mais il joue aussi l'animateur. Parce qu'il encourage le théâtre, le sport, voilà, la chanson, le rap. C'est pour intégrer, pour dire que non, vous n'êtes pas une chose en reste, là, vous n'êtes pas. Donc vous pouvez vous intégrer. Et la police,
مشاكل طلعوا عنده. Voilà, هو اللي يجي. Il est respecté par tout le monde. Mais justement, le respect n'est pas gratuit. C'est pas au hasard parce que il est connu pour être quelqu'un de, disons, de correct, disons, je ne sais pas, de confiance. C'est-à-dire, on lui fait confiance. C'est-à-dire que il a sa personnalité. Il est respecté par rapport à ça. Et donc, ça devient un travail, disons, méticuleux pour chercher la personne qui va faire l'unanimité, qui va être respectée par vous. C'est très important dans les cas. Donc, par rapport à la question, disons, tiens, si je continue, هم داروا لا لوا هذيك اس ار يو هذيك لا اس ار يو لا اسمها شوفوا مليح حتى باسكو جينيرالمون كانوا يجيو الاس ار يو يجيو غير رينوفيلمون قولوا نو شوف مليح يقول سوليداريتي اي رينوفيلمون il y a un travail de solidarité. La solidarité, ce n'est pas un plan, ce n'est pas un dessin au sol. C'est un travail sur les personnes, sur la qualité du cadre de vie, sur les personnes. Au point où les quartiers chauds, ils sont prioritaires dans l'octroi des emplois. Des emplois. Au moins, ils sont prioritaires. Il y a aussi l'échec scolaire. Ils leur font faire, disons, des cours. Il y a même la question de la prise en charge sanitaire. Oui. Ils jouent des campagnes des assistantes sociales. Parce que c'est des queues. Si tu veux gagner, c'est-à-dire la solidarité. C'est que dans le bain, tu travailles sur l'espace. Tu travailles sur des personnes, sur les humains. Donc, c'est la même questionnaire. Je me souviens quand, je ne sais pas, étudiant les années 80, l'article fait des اسمها revue des sciences sociales. مخرج مش دي نيميرو بزاف تاع المينيستير دونسيون سوبيريور جو بونس هي فوالا هي وي مالا كاين واحد نقرا في هذا الارتيكل لي زيفي دو لوجمون وتاع صياد فوالا كي ترافاي افيك بورديو وي انا كي قريت هذاك الارتيكل جيتي ايتوديون انا كي قريت هذاك بديت نفهم واش هو سادير كيقولوا يروحوا للانسيتو على كانوا لابيتون ولا سيتي فريمون لو طون سالي لابيتا دورتوار تسمى داك لي غرو لي زون اي تو بديت نفهم فوالا ترافاي ان 62 بديت نفهم واش هو على لي زيفي دو لوجمون سادير حنا كيجيبوا لي زون سادير يسمى داير لي ديبلاسمون ديال ان لوجمون كي فوالا بديت نفهم جي كومونسي كومبروندر واش هو الحكايه هذه بالضبط. انا كنقول سي با بروسيدير سي فري كو هما الاخر اللي راكونت سي بيان هذا الصياد سي دي زونسيان دونك سي لو ديراسينمون مع بوردو سي لو راكونت سي بيان كو تقول وي جو لو فوا تو لو طون لا فام كلواتري c'est parce qu'elle ne travaille pas, donc elle s'ennuie. Donc les relations نديروا في الباليer مع la voisine tout cette finalement effectivement راح نقول لكم نزيد لكم un deuxième point par rapport toujours يعني dans le même sens dans la même direction. في il y a une dernière يقولوا intervention جا عندنا مسيو حفيان عبد الرحيم. il nous a parlé de في جريه في ماشي في اسمه هذيك تاع النبا لا فيل نوفيل لا فيل نوفيل تاع النبا في اسمها الرأي فيها حاجات هي حدا سيدي عمار وعندها نو هكذا قال لك انه سي بيدونفيل هو الى ترافاي سو بيدونفيل في واحد الوقت لا فيتا بريكير ومن بعد كي جا لا ديرنيير فوا ويافي ميم هذاك سفر زيتون دونك سي دي جون كي اون ترافاي ان بتي بو سور لو وي سيكسبريمي بار رابور ا سا دونك سي راه نقول لك هذاك اوربانيست شتاف هذاك سوسيولوج دونك يسيكسبريمي سور سا فهموا حاجه قال لك كونطون ديبلاس on casse, on brise une solidarité qui s'est construite sur des années. تبقى في هذاك لي ليو هذوك لي جون هذوك une solidarité بيناتهم ils se connaissent alors que si tu le déplaces tu casses tout tu brises tout donc ça veut dire que tu es en train de le déstabiliser tu es en train de le déporter l'exiler c'est un exil c'est un véritable exil il doit refaire ses repères il doit لكن ما تقدرش يدير لي repères c'est fini tout est brisé donc moi je pense il faut être très sensible et très précis في هذه les questions avant de déplacer avant de il faut vraiment mettre en place une base pour que tu déplaces le substrat هذاك به هكذا tu déplacer هكذا ماشي تهز العداد وطيجهم هكذا تبقى هذاك لو ريلاسيونيل il est très important pour les questions du logement le relationnel est très important le voisinage oui تم السكن الريفي oui surtout
Surtout, surtout. Il y a aussi un ouvrage, parce que moi, si je parle qui peuvent assez ancien, mais qui parle un petit peu dans ces questions, c'est le coût d'un logement gratuit avec un socialiste, les villas socialistes. L'exemple encore, parce que c'est des paysans. Oui. Il est enraciné في الارض ومن بعد تدير تحط فيها فيلا سوسياليست فيها هذا هو يولي mensuel un travail mensuel donc عنده alors que auparavant il travaille voilà il ينتج voilà le budget هذاك يقولوا domestique il est عنده les appoints l'élève منه ce qui décrit très bien ça كيما لا دام هذه صدر في l'ouvrage de Michel Cornaton c'est pour les villages les regroupements de la colonisation d'être réédité il est réédité c'est vrai parce que هذا البروبليم قال il est récurrent انا كان يقدر نتعاودوا في لا ميم ايرور نقولوا ما عرفناش واش صرا قبل ما نعاودوا لا ميم شوز داير كان واحد لا فراز نجي حافظها مليح باسكو كتبها هذا لو كابيتان ريشار قال لهم هاد دي جون هذوما جو سي با قال لك ils sont perdus avec la ligne droite علاش كيديروا لي فيلاج هذوك كونداميي وهذوك باش نقولوا دامي شغل اللي اكسبوزي اللي نو ديفيان سي اون فورم دو نوديتي شغل alors que ils sont dans le قال لك هذو لي جون ils sont perdus dans la ligne droite alors que moi je suis Laurent et j'aime la ligne droite le capitaine Richard qui est architecte qui connaît le travail de Le Corbusier Marion Sego un travail sur l'espace architectural de Le Corbusier. La ligne droite, elle vient, la première ligne de la ligne droite. La thèse d'Aha, c'est Marion Sego qui est anthropologue. Oui, c'est justement, tu as terminé? Oui. Je vais enclencher directement. Non, j'ai terminé, oui, c'est bon. Justement, et d'où l'importance de l'anthropologie. Les architectes, les techniciens, je vois l'espace comme un espace physique, alors que l'espace est l'espace de l'homme. D'accord? Social aussi, oui. Social. Donc, on travaille sur un espace social. Et anthropologique, parce que c'est différent. L'anthropologie de la société. Oui, l'anthropologie, c'est quoi? L'anthropologie, c'est la science de l'homme. Le social et la culture. Oui, la culture, c'est la manière de penser, de sentir, d'agir. Il y a aussi le social et le relationnel, comme il disait. Et donc, si on oublie le fondement anthropologique de l'espace, comme l'a bien montré le professeur Farhay, donc on perd tout. Et donc, c'est pour ça qu'il faut tenir compte de faire des enquêtes vraiment poussées. Et d'ailleurs, même en Europe, à partir des années 60, on a les fameux sociologues, architectes. Donc, on a parlé de Hassan Bikni, il y a Aurélie Raymond, il y a Daniel Pinson, il y a donc des gens qui ont fait pas mal de recherches. Et donc, il faut que chez nous, et puis ils ont surtout, je l'ai dit tout à l'heure, fait l'intervention, mais je suis passé vite, il y a des. Imaginez les Français, des années 70, ils mettent des milliards pour financer la recherche marxiste, pourtant des pouvoirs de droite. D'accord? Et les Américains, ils ont développé à l'école de Chicago. Et qui grâce à des recherches. C'est Rockefeller, c'est les médecins, c'est même pas. Et donc, on a des centres de recherche et on ne fait pas un effort de terrain. Donc, c'est ça. Par exemple, imaginez les centres de recherche qui existe depuis, on va dire, depuis 92, le CRASC, il n'a jamais fait de recherche sur Sid Louari. Alors que tout le monde fait des discours sur Sid Louari, mais personne ne va sur Sid Louari. Donc, ça reste au niveau théorique. Et c'est pas bien. Voilà, une fois, j'ai les gens de la wilaya d'Oran qu'on veut faire un poste pour Sid Louari. Imaginez, donc, un poste pour d'occupation du sol. Donc, ils ont bien sûr désigné un bureau d'architectes, etc. Donc, ils ont fait quand même une équipe privée. Ils m'appellent 15 jours avant, ils disent une enquête sociale. En 15 jours. Ça a été la même chose pour RHP. J'ai le questionnaire, le bureau d'études. Fais-nous ce questionnaire en 15 jours. Donc, voilà. Donc, pour vous dire l'importance de ça, et surtout, il faut arriver, ne serait-ce qu'avoir une méthodologie là, pour formaliser les demandes habitantes. Qu'est-ce qu'ils demandent par exemple, en termes d'équipement. Un équipement, par exemple, on voit ça, il faut une mosquée. C'est ce qu'on appelle les équipements de base. C'est ça, les équipements. Là, des fois, la route goudronnée, la mosquée, l'école, les réseaux d'assainissement. C'est standard. Des fois, il a besoin d'une zaouia. احنا عندنا واحد الزاويه راهي في وهران سيدي معروف راهي دايره حاله داير ميدياتيزي وقت بوتفليقه بار تيلي
etc., etc. Donc, il n'y a pas de piscine à Oran, deuxième métropole d'Algérie. On n'a pas de piscine pratiquement. On a une périmètre, bien sûr. pour Il y en a واحدة تاع les سيد الوالي اللي abandonnée, à l'état d'abandon. عندكم البحر بحال بصح l'hiver. Voilà. Et puis il y a les compétitions, etc., Voilà. etc. Donc, et il y a aussi, donc, par rapport à la question, le concept qu'a développé Boucher ce matin, la maîtrise d'usage. Donc, moi, j'ai travaillé avec quelqu'un, il a fait un master 2 sur la maîtrise d'usage, justement. Et donc, ce serait bien de formaliser aussi ça. Comment, au niveau institutionnel, on peut essayer de connaître l'usage de ces gens. Oui. Hein, et comment on peut faire, justement, notre faire la participation. Donc, comment on peut. Donc, Pardon. كانوا حيوصلوا جو بونس كاين en Belgique ils sont développés des villes je pense la ville de Liège يعطوهم la possibilité de dessiner. Oui, ils ont fait Pour qui? beaucoup d'expériences. Dessiner. Pour les citoyens. Oui, تعرف كي يدير هكذا يديسين Oui, شغل هذاك لو ديسان avec bien sûr toutes les maladresses mais bien sûr, oui. mais c'est juste pour cerner une place, pour cerner qu'est-ce qu'on met ici. Et ça devient pour l'architecture, pour l'aménagement. Oui. Il y a un repère, il va commencer. D'accord. la représentation, pour savoir Voilà, connaître la représentation mentale, hein, c'est le travail de Kevin. Oui, c'est ça. oui. Voilà, donc, et donc ça, ils arrivent à le faire à travers des institutions précises. Donc, Oui, oui. Allez, Farida. Ah, à moi? Oui, madame. Merci. Farida. Donc, je vais essayer de synthétiser. Voilà. Donc, je reviens à ta question. Donc, puisque la concertation citoyenne Fihed Le Cas, elle n'a pas permis que elle n'a pas permis la démolition des anciennes constructions, la construction des magasins sur les nouvelles constructions. Et tu te poses la question, est-ce que la concertation dans les pays en crise n'est-elle pas mieux qu'elle soit prohibée? Moi, je reviens sur le cas que j'ai vu en Belgique pour essayer de te répondre. Parce que ça fait partie des retombées ou des répercussions néfastes de cette participation citoyenne. Farida, pardon, درع الريش. Ah, d'accord, oui. درع الريش, la ville nouvelle تاع النابا. Donc, là, généralement, on se pose la question que la participation citoyenne est bénéfique, elle a des avantages. Mais quels sont les inconvénients sur le terrain de cette participation citoyenne? Eh bien, sur le terrain, la participation citoyenne, parfois, par exemple, je donne l'exemple. Donc, on a quelques projets qui sont, par exemple, en Europe, ils ont envie d'installer un projet, par exemple, pour dynamiser un quartier, et puis il y a les écolos qui viennent ici, qui viennent leur dire non, touchez pas à cet arbre, ne touchez pas à ça. Et c'est ce qui fait que ces projets-là soient ralentis. Ça fait partie des retombées de la concertation citoyenne. Cela ne veut pas dire que la concertation n'est pas intéressante. La concertation est intéressante, maintenant, il faut continuer à la faire, mais selon quel processus, il faut essayer de voir comment. C'est tout. D'accord, merci beaucoup. Alors, on va bien sûr Clôturer. Mais je voudrais bien vos avis ou vos recommandations pour imposer cette expertise universitaire dans la mise en place de ce type de processus dans le domaine de la participation citoyenne, dans la fabrication de nos produits d'aujourd'hui. Voilà, Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec les termes utilisés. Oui. On parle de la concertation. Donc, on n'impose pas. On n'impose pas, on ne parle pas d'imposition. Comment voulez-vous qu'on impose l'expertise universitaire dans le processus de la participation citoyenne? Pour une liberté, pour la liberté d'expression. Il faut changer ces termes. Exact. On n'impose rien. Exact. Et quel que soit le type de la décision qui s'impose, ça ne réussira jamais. Oui. Alors, il faut dire comment trouver une solution de la part des universitaires pour participer à mettre en place, amorcer, etc., le processus de la participation citoyenne. Oui. Est-ce que vous m'avez compris? Oui. Très, très bien. Ça, c'est d'une part. Deuxièmement, vous posez une question très vaste, très, très vaste. On ne peut pas fournir des recommandations comme ça, de but en blanc. Il faut une réflexion, il faut une analyse, il faut beaucoup de choses. Mais je dirais tout simplement que la participation citoyenne est très importante dans toute décision urbaine.
elle est très importante. Faudrait-il le faire comprendre? Parce que pour moi, tout à l'heure, ce matin, Maham Soudan parlait d'un certain nombre de lois qui existent en Algérie et qui parlent de participation citoyenne. Le professeur Boucher aussi, on a parlé. La deux lois, je pense. Non, La Constitution, la loi sur la commune. deux lois. Du moment que les lois existent, est-ce qu'il y a les arrêtés d'application? Il y a. Non, attention. C'est très important. Non, quand je pose cette question, il n'y a pas. Si ce dit il n'y a pas. Pas mal de lois existent, mais il n'y a plus suite à ça, il n'y a pas des arrêtés d'application. Et quand il n'y a pas d'arrêté d'application, c'est comme s'il n'y a pas de loi. Vous voyez ce que je veux dire? Deuxièmement, il faut dire clairement que la participation citoyenne, quel que soit son niveau, est importante. Comme l'a dit le professeur Madani tout à l'heure, le citoyen, quand il participe, même si le résultat est mauvais, il ne va pas se plaindre. Oui. Il a participé. Il a participé. Donc, doit-on trouver un processus qui permet, parce que pour moi, le grand problème, c'est la représentativité. Quels sont les citoyens qu'il faut, parce que vous m'avez fait revenir à la première question du départ. Quels sont les citoyens avec lesquels on va faire la concertation? Quels sont les citoyens qui peuvent participer positivement à la prise de décision, à la démocratisation de la décision urbaine? Le grand hic, Lyon, le grand point d'interrogation réside dans le fait que tous les citoyens sont happés par la politique. Quand je dis politique, c'est les élections locales, communales ou wilayales, et même les élections du Parlement. هذو الناس اللي يخرجوا فيهم appartenant à des partis politiques, et c'est pas tout le monde qui adhère aux partis politiques, et qui parle au nom de tous les citoyens. Et quand on pose la question, pourquoi ne consultez-vous pas les citoyens? Pourquoi n'impliquez-vous pas les citoyens dans la participation? Qui sont représentés par les élus. Alors qu'en réalité, les élus représentent leur parti. Ou là eux-mêmes, hein, des fois même pas leur parti. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois eux-mêmes. Moi, je ne peux pas maintenant vous dire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Parce que c'est vraiment une aventure, si je me prononce sur ça. Il faut faire des analyses, il faut faire, etc. Parce que c'est par rapport uniquement à la participation citoyenne. Peut-être que les intellectuels, c'est-à-dire on n'impose pas l'expertise universitaire. On choisit chaque wali au niveau local, chaque wali, il peut contacter l'université pour leur dire voilà les créneaux qu'on a, dégager une liste d'universitaires qui peuvent participer dans chaque créneau en fonction de leur spécialité. Et on s'entraide. Et c'est les universitaires, en collaboration avec les autorités locales, qui vont choisir quel type de citoyen peut-il être pris pour pouvoir le consulter. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je passe la parole. Je vais être très... c'est pour moi. Je vais être très bref. Moi, j'aimerais bien, c'est-à-dire, pour ne pas être... pour donner un petit peu de l'entrain. Pourquoi pas cultiver cet esprit participationniste, c'est-à-dire que et l'insérer dans les mécanismes de socialisation. C'est-à-dire que tarbiya avec l'oula déjà à la base, la famille, laisser faire en sorte que ces enfants, les enfants, même on bat l'école, Ce sont les futurs citoyens. on bat l'école. Bien sûr. C'est-à-dire que même l'école, on peut les faire participer, quitte à faire des activités, d'ordre public, pour
d'utilité publique, les activités de publiques. Pour l'utilité publique, Pour ils peuvent les- être financés. Voilà, c'est-à-dire les écoles, ils ont des enfants, ils ont des sociétés. Oui, avant, le l'esprit, faisait, l'esprit citoyen, l'esprit être un esprit positif, c'est-à-dire que يغرس الشجره يروحوا يزوروا المرضى. C'est هذاك le côté. D'ailleurs احنا في اليونيفرسيتي كيديروهم يديروا دي ماتير ارتيفيسيال اللي قالوا لك étudiants 5 étoiles. شويه 5 étoiles. صح سمعت. قالوا هذاك اللي بارتيسيب دون لي اكتيفيتي بحال لا سوسيتي ماشي تجيبوا لك ايتيديون باش يقول لكم جاب un enfant. Il le fait شغل automatiquement. Et c'est pas pour lui, il a fait un geste يعني شغل زايد. شغل il le fait comme par générosité, c'est naturel. Et donc la chose, quand elle est dans les germes, dans les gènes, elle va fonctionner positivement. احنا كبر نقولوا اسا دوك نفورمي. Ça y est, c'est fini. نقول لكم برك un petit exemple. وديك زعما باش نقول لهم برك فهم 1987 le rapport Bertland. 1987. L'ONU sur le développement durable. Sur le développement durable. هذيك مدام لا مينيستر نورفيجيان برتلاند هذيك. Les Européens واش قالوا dans une génération. Voilà. Une génération. Oui. 25 ans. نرجعوا le développement durable comme naturel يعني la réflexion. Tout le monde va parler. Voilà. Il l'applique هكذا شغل naturellement. Voilà. درك كي تشوف درك قبل لا في لي زاني 2000 روح شوف كي يجي واحد يبيع اللوجمون من اوروب واش يشوفوا فيه. تعرف le critère de base le logement c'est combien qu'il consomme d'énergie. Voilà, oui. Attention, Anna, je rectifie quelque chose. Oui. Le rapport de Brundtland en 1987 à l'ONU ne parlait pas de développement durable. Oui, Il parlait de développement soutenable. Sustainable development. Sustainable development. Les Français, quand ils ont voulu traduire, s'approprier le concept. سماوه le développement durable. وحصلوا Oui. parce que دخلوا فيه la durée. Oui. Quelle est la durée nécessaire pour pouvoir qualifier le développement de durable? Oui. Et il n'y a pas de réponse à ça. Oui. Mais c'est-à-dire que la dimension c'est l'énergie, l'économie c'est l'énergie. Et bien sûr. Elle est devenue un facteur essentiel. Exact. جيب un logement ما نكونسوميش الواحد الانرجي سيدير دوك انت تخيل دوك تقول واحد انا مش واحد يقول له قداش انا نشري دار انا نشري انا بابون كومون كو تي باي الكتريستي بار Exact. جامي دارها واحد هذيك. Oui. شو نقول لك؟ jamais قالها واحد. Et puis, ce n'est pas uniquement les matériaux ni la conception. C'est aussi. انت تخلي ضوء مشعلين ومن بعد تقول لي كيفاش. بروفيسور بوشاربه لا تروح بعيد لا تروح لنورفيج وتروح انا سون الجيري. Je prends un exemple, c'est le travail تاع غردايه. تفيلات. Ils ont fait carrément la partie travail socialisation des enfants. Donc ils organisent sur le mois. Chaque mois ils ont constitué des groupes de solidarité où chacun lui donne une tâche. Un groupe de par exemple d'enfants disons là ils font le nettoyage, d'autres ils préparent le couscous. Donc c'est bien décrit le numéro تاع مدينتي تاع ville صاريه. Donc ce que je ne peux pas. Non, je suis d'accord, je conforte. La réserve. Je conforte ce que tu dis, je conforte. C'est vrai, non, par rapport au Tafilet. C'est qu'ils choisissent un groupe social homogène. Communautaire. Voilà, communautaire. Moi je fais une ville qui Le principe général, il faut le garder. Est-ce que, pardon, une dernière chose, c'est ça le problème chez nous, c'est qu'on a tendance toujours à survaloriser ces expériences, les ben obligés à partir des groupes vraiment homogènes, Bien sûr. qui n'existent pas dans les villes. Non, mais on survalorise pas. On va parler de la participation citoyenne, oui, à Batna et encore à Constantine, à Alger. Donc ce groupe Mozabit ou ce groupe Kabyle n'existe pas obligatoirement. Bien sûr, les mécanismes ne sont pas les mêmes. Non, mais mêmes. bien sûr, il faut adapter les mécanismes. Il faut adapter les mécanismes. C'est ça. Moi, c'est une aventure. Voilà. C'est-à-dire, bon, je ne sais pas s'il faudra le noter, c'est un petit peu inculquer ça au niveau de la socialisation, même la famille, l'école. Surtout la famille. La diffusion des valeurs. Si je reviens à la position des femmes, moi je vais commencer par la famille. Oui. Donc si les gens apprennent à dialoguer, c'est au sein de la famille. Si on est dans une famille où c'est le père qui discute, où la mère n'a pas un mot à dire, donc qui fait de l'enfant qui n'a pas évolué ici, qui fait l'école,
كيف راح يدير فاقد الشيء اللي يعطيه C'est très كي difficile. يولي هو استاذ راح يقول الاخرين ما C'est تهضروش difficile. تهضروا سي با Et c'est très Surtout avec difficile. le téléphone aujourd'hui. hein. Voilà. Oui, oui. Tous les gens sont braqués sur le téléphone. Il faut revenir. C'est C'est pour pas ça que évident. je dis, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des Ouais. choses à faire à la sphère Ouais. familiale aussi. Bien sûr. Comment sont constituées nos familles algériennes Ouais. Oui. Est-ce que c'est sur la base de partage ou là sur une autre base Oui. dans Bien sûr. laquelle vont évoluer nos enfants? Oui, Tout est à, oui, oui. tout Non, mais est à analyser. oui, moi je prends. Oui, oui. J'ai pas, je donne deux idées aux gens. Si c'est pas, non, Oui. si le temps n'est pas fini. Ah, ouais. Donc, non, moi j'ai pris cet exemple de Rader comme exemple, on va dire, de méthode d'approche. Bien sûr. Bien sûr, maintenant il faut s'adapter au terrain, c'est sûr. Concernant la question qu'elle a posée, que notre collègue a posée, comment on peut. Donc, bien sûr, il y a 1000 manières de le faire. Et un premier travail serait par l'art, la mise en scène. Zaïda. D'accord. L'art, le théâtre, etc. Tout ça, ça peut jouer un rôle. Oui. D'accord. Et puis, il y a aussi, comme on l'a fait pour le truc d'Acide Louari, l'organisation d'ateliers. L'atelier avec tout le monde. C'est-à-dire avec les habitants, des représentants des habitants, les associations, etc., les professionnels. Et là, on peut échanger. Oui. Voilà, je vous remercie. D'accord. Bon, pour clôturer le débat très pertinent, autour de cette table ronde au niveau de notre radio-TV de l'Université de Batna 1, je tiens à remercier nos chers professeurs de Biskra, de Rouen, de Constantine et de Batna 1. Je tiens également à les remercier pour leur avis originaux et leur engagement et leur participation dans ce premier séminaire national. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci, Merci à vous. à vous aussi pour tous les efforts que vous avez faits. Merci beaucoup. C'est pas facile Oui. d'organiser un colloque. Oui. Ça y est, flou, ça. Ça y est. Ça y est, on existe.